Bonsoir à tous. Donc, je suis la présidente de Sciences Po Environnement. Je tiens à tous vous remercier pour votre venue. Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont souhaité prendre la parole pour les candidats qui représentent. Nous remercions également la Fabrique écologique avec qui nous avons organisé cet événement. Nous remercions également tous les techniciens, les appariteurs, Madame Clémence Javier qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation de ces débats. Donc, pour présenter Sciences Po Environnement en quelques mots, Sciences Po Environnement, en gros, a comme credo que tout est écologie. Ainsi, Sciences Po Environnement est assez fier de ses valeurs, riche de sa diversité, car aujourd'hui, l'écologie ne touche plus à un monde seulement de gauche, s'élargit, devient transpartisan, et c'est ce que nous promotons, notamment par le débat. C'est ce que nous avons promu, notamment via la semaine pour l'environnement, qui s'est tenue cette semaine, qui sera donc clôturée par ce débat. Et ainsi, cette semaine, nous avons discuté d'un peu de tout, alimentation, reforestation, sexualité. Et aujourd'hui, nous parlons d'élections présidentielles. Elles arrivent dans 3 mois. Et il ne faut pas penser que, en soi, se préoccuper d'environnement à l'échelon national est quelque chose d'exceptionnel, même d'anecdotique, mais quelque chose de tout à fait requis, nécessaire, vital, car tout est écologie. Ainsi, aujourd'hui, nous devons faire face à de nouveaux défis du XXIe siècle. Ces défis, la Fabrique écologique s'est proposée d'y répondre par des propositions concrètes. La Fabrique écologique est un think tank transpartisan, représenté aujourd'hui par M. Jérôme Libert, qui sera l'un des modérateurs, avec Anaïs Diacaré de Sciences Po Environnement, qui vous présentera donc leurs propositions. Ainsi, chaque intervenant, dans un ordre aléatoire, présentera les propositions de son candidat, ainsi, et réagira aux propositions de la Fabrique écologique. Avant tout, nous remercions donc Sciences Po Environnement, Sciences Po, excusez-moi, l'établissement assez exceptionnel qui, je pense, doit être le lieu d'un débat sur des présidentielles et avant tout lié à l'écologie. Donc je donne la parole à M. Frédéric Mignon. Merci beaucoup. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants des candidates et candidats, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis, c'est une grande fierté, une grande joie pour Sciences Po d'accueillir ce soir ce débat des représentants, des candidates et candidats à l'élection présidentielle sur une question qui, Charlotte Guinel vient de nous le rappeler, est absolument centrale à nos yeux, la question de l'environnement. Charlotte est même allée jusqu'à considérer que Sciences Po méritait de se voir appeler désormais le nom environnement. Nous devenons l'association permanente Sciences Po Environnement. Il est vrai que la question environnementale occupe dans nos murs une place de premier choix, une place prépondérante. En témoigne par exemple l'opération menée en 2015 intitulée Make It Work, qui a vu à son point culminant quelques 200 étudiantes et étudiants venus du monde entier mener à Nanterre, au théâtre des Amandiers, une négociation qui a préfiguré la négociation qui s'est tenue quelques mois après, avec succès, heureusement, au Bourget, sur la question climatique. En témoigne la vitalité au sein de Sciences Po des associations dédiées à l'environnement, l'association permanente Sciences Po Environnement, dont la présidente Charlotte Guinel s'est adressée à nous il y a quelques instants. Je la remercie beaucoup, ainsi que toute son équipe, d'avoir organisé cet événement ce soir. Mais aussi beaucoup d'autres associations, beaucoup d'autres initiatives étudiantes concentrées sur la question environnementale. Et au fond, ce qui frappe lorsqu'on examine le débat qui caractérise cette campagne présidentielle très étrange, c'est que la question environnementale n'y figure pas parmi les plus importantes ou les premières qui semblent préoccuper les candidates et candidats. Ce qui frappe, c'est que les conversations roulent sur d'autres sujets liés à la sécurité, à la laïcité, à l'emploi, aux questions économiques. La question environnementale est souvent reléguée au second plan, lorsqu'elle ne disparaît pas purement et simplement, sinon des propos des candidats, du moins de la relation qui en est faite par les journaux. On ne peut pas en vouloir, mesdames et messieurs, à vos candidates et candidats respectifs de se montrer discrets sur le sujet, parce qu'il semblerait qu'il ne figure pas nécessairement au premier plan des préoccupations de nos concitoyens, et pourtant Charlotte Guinel nous disait tout à l'heure, l'environnement est partout, l'environnement
est la question qui nous rassemble toutes et tous, celle sur laquelle nous ne pouvons pas faire d'impasse parce qu'il en va de la survie de notre planète et des espèces qui la peuplent. Nous sommes donc très heureux de l'occasion que nous est donnée ce soir, mesdames, messieurs, de vous entendre et par votre truchement d'entendre les positions des candidates et candidats que vous représentez, d'entendre les éléments programmatiques, les éléments de politique qu'ils se proposent de mettre en avant si demain les rênes de notre pays leur étaient confiés, si le mandat présidentiel devait leur échoir. Nous formons le vœu que les échanges entre vous seront féconds, nous formons le vœu qu'ils seront courtois, nous formons le vœu qu'ils seront riches d'enseignements pour nous toutes et nous tous, parce que c'est à ce prix que la démocratie peut et doit se construire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir accepté notre invitation. La parole, désormais, est à vous. Merci et très bonne soirée. Bien, à mon tour de remercier évidemment Sciences Po Environnement pour l'organisation de cette réunion débat, de remercier évidemment les représentants des candidats qui vous seront présentés évidemment tout à l'heure. Je voudrais rappeler en un mot que la Fabrique écologique est une fondation pluraliste et transpartisane qui a été créée il y a 3 ans, dont la caractéristique est de pouvoir sortir et définir des propositions concrètes applicables. Donc c'est un think tank qui réfléchit pour faire, et pas simplement pour imaginer des choses, même si c'est utile, mais pour faire, pour agir. Il y a aussi la Fabrique écologique dans ses principes et sa fondation, une articulation citoyenne entre les travaux d'experts, aujourd'hui un réseau d'environ 700 experts, et les réflexions citoyennes, puisque nous menons à chaque fois des ateliers coécologiques qui permettent à chaque citoyen de venir discuter des propositions qui sont élaborées. La Fabrique écologique, je le rappelle toujours, mais je le redis devant vous, est une structure totalement ouverte, y compris à vous tous, et dès lors que l'écologie vous intéresse, l'environnement, le développement durable, et que vous auriez envie d'y travailler de manière un peu active. Quel est l'exercice que nous vous proposons aujourd'hui en partenariat avec Sciences Po Environnement? Nos experts, nous avons mené tout un travail depuis 6 mois sur la définition de propositions qui ont la caractéristique d'être, pour le quinquennat, d'être concrètes, d'être applicables et avec une mise en œuvre qui a été expertisée au moins dans ces grandes lignes. Ces propositions, je vous le rappelle, sont tout à fait accessibles sur notre site de la Fabrique écologique et elles ont été diffusées maintenant il y a quelques jours. En faisant ces propositions, on ne prétend pas du tout distribuer des bons et des mauvais points pour savoir qui est écolo ou qui ne l'est pas. On ne prétend pas du tout donner des labels écolos ou ne pas donner des labels écolos. Ce qu'on se dit simplement, et ça a été la réflexion qui a été menée, c'est qu'il est important et même indispensable d'avoir des orientations fortes et ambitieuses en matière écologique, mais c'est tout aussi important d'avoir des engagements concrets pour le quinquennat, et reconnaissons et nous souhaitons que le débat électoral des 2 mois à venir permette de concrétiser un certain nombre de ces engagements, à la fois parce qu'il y a des sujets qui nous semblent encore très peu traités dans le débat public et qui sont majeurs, je pense à l'économie circulaire, je pense à l'éducation et l'environnement, mais aussi sur un certain nombre de sujets un peu plus traités, mais qui parfois manquent de propositions concrètes. Nous avons donc mis 14 propositions avec débat, avec pour l'intention, mesdames et messieurs, de vous faire réagir sur ces propositions. Encore une fois, nous ne prétendons pas avoir la vérité de révéler, mais nous pensons que ces propositions peuvent faire avancer les choses. Comment va se passer cette réunion? Chacun des représentants des candidats va parler très librement 8 minutes sur ses priorités écologiques et évidemment, si possible, à partir des propositions et suggestions faites par la Fabrique écologique. Ensuite, avec ma collègue, nous allons vous poser 1 ou 2 questions. Donc au total 10 minutes pour chacun des représentants des candidats. Le tirage au sort a été effectué et ce sera donc dans cet ordre-là. Et 10 minutes pour chacun représentant des candidats. Ensuite, nous prendrons quelques questions de la salle. Malheureusement, le temps imparti est un peu court et donc nous ne pouvons en prendre qu'un nombre relativement limité. Et puis, chaque représentant des candidats conclura en 1 minute, soit en répondant à des questions, soit simplement en disant
président la conclusion qu'il souhaite donner. Voilà, donc je vous propose qu'on passe la parole à la première représentante que tu vas présenter. Bonsoir à tous. Alors d'abord, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Donc pour que chacun puisse avoir une idée de votre parcours, nous allons tous vous présenter. Donc Martine Billard, vous avez été députée écologiste de la première circonscription de Paris de 2002 à 2012. Donc d'abord sous l'étiquette des Verts, puis sous celle du Parti de gauche. Vous avez également été coprésidente du Parti de gauche entre 2010 et 2014, puis secrétaire nationale à l'écologie du Parti de gauche. Aujourd'hui, vous représentez Jean-Luc Mélenchon en tant que co-animatrice du livret thématique Planification écologique pour son programme L'avenir en commun. Ensuite, Patrick Durand, vous avez d'abord été cofondateur d'Europe Écologie. Vous avez été porte-parole puis secrétaire national d'Europe Écologie et Verts. Vous avez également été le directeur de campagne de Nicolas Hulot durant la primaire d'Europe Écologie et Verts pour les présidentielles de 2012. Vous êtes désormais député européen et représentez Yannick Jadot aujourd'hui. Guillaume Balas, donc de 2012 à 2015, vous avez été secrétaire général et porte-parole du courant Un monde d'avance au sein du Parti socialiste. Vous êtes désormais député socialiste au Parlement européen et dans le cadre de l'élection présidentielle, vous êtes le coordinateur du projet de Benoît Hamon que vous représentez ce soir. Corinne Lepage, vous avez été cofondatrice de Génération Écologie en 1989, puis ministre de l'Environnement sous le gouvernement d'Alain Juppé. Vous avez été vice-présidente du Modem que vous avez quitté en 2010 et députée européenne de 2009 à 2014. Et donc vous êtes aujourd'hui présente pour représenter Emmanuel Macron. Bertrand Blanchet, depuis 2017, vous êtes député de la première circonscription de la Meuse et êtes membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Depuis 2013, vous êtes responsable du pôle écologique de l'équipe de contre-gouvernement de Billy. Mais aujourd'hui, vous représentez François Fillon en tant que membre de son équipe de campagne. Vous êtes notamment en charge de son programme sur le développement durable. Jean-Philippe Tanguy, vous avez été en tête de liste de Debout la France aux élections régionales de 2015 puis aux élections européennes. Vous êtes spécialiste des questions industrielles et énergétiques et c'est dans cette qualité que vous représenterez Nicolas Dupont-Aignan ce soir. Et enfin, Philippe Murat, vous avez rejoint le Front National en 2014. Il avait été assistant parlementaire de Marine Le Pen. Auteur d'un livre intitulé La transition écologique, vous êtes désormais le président du collectif Nouvelle Écologie du Rassemblement de Marine. Et aujourd'hui, vous représentez donc Marine Le Pen. Mes chers amis, je vous remercie pour votre aimable invitation et l'organisation de ce débat passionnant. Votre document est d'excellente qualité, je joue le jeu et je le commande. Dans vos propositions 1 et 2, vous parlez de la précarité énergétique et des plateformes thermiques. Je suis tout à fait d'accord avec votre proposition d'un programme unique et d'une marque bien identifiée pour les programmes de rénovation énergétique. C'est une excellente idée marketing. Nous pensons qu'il faut des prêts, nous pensons qu'il faut des prêts à taux zéro, à 15-20 ans, à tous les ménages, toutes les entreprises, toutes les administrations qui vont rénover leurs locaux, leurs appartements. Ce sera la Banque de France qui prêtera à moins 0,25% à des banques privées qui reprêteront à 0% aux ménages, entreprises et administrations pour leur logement. Ainsi, les économies d'énergie que vous réaliserez rembourseront automatiquement les échéances d'emprunt. La simplicité des dispositifs, l'effet de bouche à oreille qui permet, lui donneront une grande force et permettra une isolation massive des logements et des locaux en France, ce que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui. La seule condition, évidemment, c'est que nous ayons une Banque de France libre, et donc que nous ne soyons plus dans l'euro pour pouvoir faire cette politique de taux zéro spécifique pour ce domaine, ce qu'interdit la Banque Centrale Européenne. L'obligation, d'ailleurs, d'isoler les logements de catégorie F et G avant 5 ans est tout à fait intéressante aussi. Dans vos propositions 3 et 4, vous parlez de mobilité durable et de changer la place de la voiture en ville. Je suis d'accord avec le fait que tous les transports collectifs doivent devenir le plus rapidement possible propres, soit électriques, soit à hydrogène. L'État stratège permettra ainsi le développement et la baisse des prix de ces technologies d'avenir. En revanche, ne rêvons pas. Les transports en commun ne sont pas la seule solution, car le maillage complet parfait d'une ville comme Paris coûterait beaucoup trop cher et ne serait pas adapté à tous les Franciliens. Je suis tout à fait opposé à certaines idées comme le péage urbain qui sont évoquées. Et surtout, le but n'est pas d'interdire la voiture,
c'est de généraliser rapidement les voitures propres. On ne peut pas interdire les voitures sans consultation des citoyens, c'est antidémocratique. Sinon, on tuera notre économie, on ne conjuguera pas l'écologie avec la nécessaire préservation de l'économie et de nos moyens de subsistance. L'État stratège peut imposer dans des délais très courts les voitures propres et les transports publics propres à hydrogène. On peut négocier avec les constructeurs automobiles, notamment français, trouver une date de rendez-vous, par exemple dans 5 ans, où les résidents des métropoles comme Paris ou comme Lyon devront acheter des voitures propres à hydrogène, produites en grande série, donc pas chères, avec moins de taxes, ou acheter des véhicules à essence plus chers puisqu'ils seront plus taxés. Dans vos propositions 5 et 6, vous parlez de la nécessité de remplacer aujourd'hui les énergies nucléaires par les ENR et de la régionalisation de la politique de l'énergie. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec tous les candidats ici présents. La priorité, c'est de se passer des énergies fossiles pour le climat. C'est la priorité. Il faut les choisir, c'est l'enjeu. N'oublions pas que la France a fait à partir de 1973 la première transition énergétique lancée par les gaullistes, en passant d'une économie ne fonctionnant qu'aux énergies fossiles à une électricité décarbonée à 95% aujourd'hui. C'est pour cela que la France est le grand pays occidental qui émet le moins de CO2 des grands pays. 4 fois moins que les États-Unis, 2 fois moins que l'Allemagne, que certains trouvent très vertueuse pour des raisons qui m'échappent franchement. Il faut maintenant s'appuyer sur la première transition pour lancer la deuxième transition énergétique en remplaçant toutes les énergies fossiles par les ENR sur 20 à 30 ans. Je vous en parlerai. Je ne crois pas par contre à une vision régionale de la politique de l'énergie car la décentralisation en France a toujours créé des féodalités néfastes pour le peuple. Sur les négociations collectives avec des pétitions suivies de référendums locaux, dans vos propositions, je dis pourquoi pas, à l'échelle des communes, ça peut être pertinent. On peut imaginer le financement, l'installation d'énergie renouvelable par les communes. N'oublions cependant pas, et ça c'est fondamental, qu'il faut un opérateur en dernier ressort pour fournir les kilowattheures d'électricité quand les conditions climatiques sont très mauvaises, absence de vent, de soleil et de grand froid. Vous évoquez le sujet de l'artificialisation des sols. Vous faites partie des pionniers, et cela est tout à fait utile. Il faut diffuser ces idées parmi la population française, car installer des hangars d'hypermarchés ou de grandes surfaces partout ne contribue en rien à nos conditions de vie. Le problème avec ce sujet est qu'il demande des solutions difficilement compatibles avec la liberté. Nous nous engageons cependant dans notre projet à arrêter l'ouverture de grandes surfaces, qui est déjà un premier pas. J'aime beaucoup votre proposition 9, qui est de rendre obligatoire dans les cantines scolaires un suivi des produits bio et labellisés. Parce que cette mesure est très simple, il faut qu'elle soit très lisible pour être efficace. On peut imaginer que ce loi soit affiché dans des endroits stratégiques des écoles, un document montrant la part de produits bio, de produits labellisés, de circuits courts dans l'alimentation des enfants. Concernant le dossier éco-citoyen de la maternelle à la terminale, cette idée semble intéressante à première vue, mais elle a un côté franchement bourrage de crâne, autoritaire par l'école, qui est peut-être dangereuse. Voilà pourquoi notre parti et Marine Le Pen n'est vraiment pas pour. Il faut de plus consacrer, vous le savez, le plus de temps possible au savoir élémentaire, lire, écrire, compter, notamment jusqu'au collège. On ne peut pas tout faire. Nous pensons que lorsque nous aurons retrouvé notre souveraineté, un grand vent de liberté, d'idées, de débats soufflera sur ce pays, y compris en matière d'écologie, et qu'on n'a pas besoin de faire du lavage de cerveau. Le genre de lieu d'éducation à la biodiversité de la proposition 11 s'est multiplié ces dernières années, car il y a une grande demande du public. C'est une excellente idée. Les jardins collectifs dans les villes sont des lieux de vie, de partage, en même temps que de réappropriation du lien avec la nature. Il faut aussi afficher pour tous les gros produits, comme les voitures, l'électroménager, la durée de vie des produits avec l'aide de l'agence française AFNOR, et aussi le lieu de fabrication. Qu'elle soit lisible, claire dans tous les magasins, chez Darty, à la FNAC, sur Internet, sous la mention du prix. Pour que les produits soient plus réparables, je vais aller plus loin et réparer. L'ensemble des pièces détachées ne doit pas excéder 2 à 3 fois le prix global du produit. La réparation sera facilitée. Nous devons cette loyauté aux consommateurs et aux producteurs. Sur la proposition 13 de plafonner en vue de leur suppression les dépenses fiscales défavorables à l'environnement, on voit que la détaxation du kérosène est un problème qui montre combien il est difficile de mettre d'accord tous les pays en même temps et élaborer une action multilatérale. Cependant, il faudra y parvenir, mais c'est complexe. Sur la taxe carbone, cette mesure est intéressante, mais il faudrait se mettre tous ensemble d'accord au niveau international au même moment, de la même manière. Sinon, on abîmera notre économie, sans régler le problème, puisque nos entreprises seront défavorisées. Voilà pourquoi la taxe carbone me semble être une fausse bonne idée. Ça pourrait d'ailleurs devenir une usine à gaz, mi-bureaucratique, mi-tout marché.
Les ENR étant moins chers que les énergies fossiles, un État stratège très volontariste sera beaucoup plus efficace que le tout mâché et que le machin bureaucratique européen. D'ailleurs, n'oublions pas que les investissements à faire en France pour remplacer uniquement les énergies fossiles se montent à 1 600 milliards d'euros. Ils sont totalement hors de portée des intérêts privés. Du secteur privé, il nécessite l'appui inconditionnel de la Banque de France pour des financements à taux bas et l'action commune et l'appui de l'État stratège. Notre conviction, c'est que les Français seront à fond avec le gouvernement pour la transition énergétique et les ENR lorsqu'elles créeront massivement des emplois, de l'activité sur le sol français plutôt qu'en Chine ou en Allemagne comme aujourd'hui. C'est ce que j'explique dans mon livre « La transition énergétique, une énergie moins chère et 1 million d'emplois créés ». Ceux dans le monde qui sont défavorables aux accords de Paris sont, dans la quasi-totalité des cas, des climato-sceptiques. Et donc la question qu'on voulait poser est la suivante. Est-ce que vous-même, vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que la menace climatique est bien due à l'action de l'homme ou pas? On est tout à fait d'accord. Par contre, ce n'est pas la COP21 qui va faire la transition énergétique en France. C'est bien beau de se gargariser de la COP21, mais elle ne va rien faire. Ça sera nous, les Français, qui la ferons en France. Et on pense derrière que par l'exemplarité, si la France réussit, et elle a réussi le Grand Paris du nucléaire il y a 40 ans, elle peut le réussir. Si elle réussit à produire des énergies peu chères, et les énergies renouvelables sont en dessous du prix des fossiles, si elle réussit à mettre en place une filière solaire, excusez-moi, je suis en train de discuter, de parler, pas de bruit. Si on réussit à mettre en place des filières de piles à combustible qui permettent de faire avancer les voitures au même prix des voitures à essence, à ce moment-là, il y a plein d'autres crédits qui nous suivront. Ça sera par l'exemplarité, parce qu'on ne pense pas que c'est le supranational. D'ailleurs, le supranational n'est absolument pas démocratique. On voit bien que la Commission européenne. Et donc, c'est avec, au niveau national que ça se fera, et avec des coopérations. Merci beaucoup. Alors, la parole est à Bertrand. Sur le déchet nucléaire, il y a une solution. Parlons maintenant clair. Il a été choisi par les militaires de la filière à uranium, qui est une filière qui produit des actinides et c'était voulu pour faire des bombes nucléaires. On aurait pu choisir la filière thorium. C'est fertile et non. Et donc, par contre, on n'a pas à craindre de réaction en chaîne. En plus, on a 100 ans de thorium en France pour tout faire. En plus, un immense avantage de thorium, c'est que ça mange les actinides. On peut l'introduire des actinides dans les centrales à thorium pour les manger, puisqu'il n'est naturellement pas fissile comme l'uranium. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur la pile à combustible, je vous remercie pour la question qui est tout à fait intéressante, que je me suis posée en écrivant le bouquin. Quand on fait l'électrolyse de l'eau, en passant de l'électricité à de l'hydrogène, on a 60% de rendement. Quand on fait, par la pile à combustible, on passe de l'hydrogène à l'électricité, on a 60% de rendement. Tout ça, 6 fois 6, 36, ça nous fait 36% de rendement global. C'est quasiment le même rendement qu'un moteur à essence quand on utilise du pétrole, du gaz, etc. dans les moteurs des transports, donc c'est complètement neutre. Sur l'agriculture bio, puisqu'il y avait une question, effectivement, nous on veut favoriser l'agriculture bio. Je pense qu'il faudra 20 ans pour passer au tout bio, mais il faudra sans doute le faire, il faudra 20 ans pour changer en profondeur l'enseignement agricole, pour enseigner au maximum ces nouvelles techniques, parce que c'est beaucoup plus complexe de faire du bio que de faire de l'agriculture intensive toute faite. On voudrait mettre en place des baisses de charges sociales, spécialement sur le bio, et de la TVA à zéro sur le bio, ce qui permettrait de faire un avantage de prix de 10%. Pour conclure, dans juste 10 secondes, un pays qui a la maîtrise de son destin, un maîtrise qui a sa liberté économique et politique, et qui n'est pas tout le temps dans la Commission de Bruxelles. D'ailleurs, le PS veut faire de l'écologie, mais c'est marrant. Vous qui êtes à Sciences Po, regardez l'article 118 de la loi de transition énergétique qui demande la privatisation des barrages pour voter ces deux personnes-là qui se mettent en écologie. Alors c'est des infrastructures critiques, c'est des infrastructures dangereuses. Vous vendez la France, vous privatisez les biens communs des Français, vous en parlez, mais vous faites exactement l'inverse. Avec le retour de notre souveraineté, on pourra faire plein de projets ensemble. On ne sera pas à la botte de la Commission européenne comme vous l'êtes, messieurs. Merci. Martine Billard.